Bonjour et bienvenue au webinaire du mois d'août de la série Vive au quotidien présentée par Parkinson Québec. Donc, je me présente, je m'appelle Claudie Noël et je vais être votre modératrice pour ce webinaire. Et donc, je tiens à vous remercier d'être présent à cette présentation malgré la belle température à l'extérieur. Mais aujourd'hui, le webinaire va avec la température. On va parler des voyages. Donc, on va essayer de répondre à la question comment adapter les voyages lorsqu'on vit avec une maladie comme le Parkinson. Donc, tout d'abord, j'aimerais vous présenter la conférencière d'aujourd'hui, Madame Isabelle Ducharme. Donc, Madame Ducharme est présidente du conseil d'administration de Kéroul, un organisme québécois dont la mission est de rendre le tourisme et la culture accessibles aux personnes à capacité physique restreinte. Elle est également administratrice au conseil d'administration de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Elle est bachelière en communication à l'Université de Montréal et a complété une maîtrise en gestion et planification du tourisme à l'Université du Québec à Montréal. Elle a également suivi la formation communication et leadership de formation Dale Carnegie afin de perfectionner ses qualités de communication. Donc, avant de lui céder la parole, uniquement vous aviser qu'en bas à gauche, vous avez un endroit pour poser vos questions. Donc, vous pouvez vous poser des questions autant par rapport à la conférence que si vous avez des problèmes techniques de son ou d'image. Les problèmes techniques, je vais lui répondre immédiatement. Pour les questions par rapport à la conférence, nous allons y répondre à la fin dans la période de questions. Donc, sur ça me fait plaisir de céder la parole à Madame Ducharme. Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. C'est une conférence que j'ai l'habitude de donner plutôt avec les gens devant moi. Donc, je vois qu'est-ce qui intéresse plus les gens ou moins les gens. Des fois, je prends un peu plus de temps sur un sujet ou sur l'autre. Mais je suis une passionnée du voyage, du tourisme, des sorties culturelles. J'ai tout le temps un esprit aussi qui recherche l'aspect gastronomique dans mes voyages. Alors, j'espère vous communiquer ma passion si vous voyagez pas déjà ou si vous avez voyagé avant d'être des personnes en situation de handicap, bien que je vous redonnerai le goût, que je vous donnerai des solutions et je demeure disponible par la suite. Là. Vous pouvez communiquer avec moi via l'adresse qui est déjà là, devant vous ou tout simplement en recommuniquant là, avec les gens de Parkinson Québec. Ça me fera plaisir de répondre aux questions là, que vous poserez à travers eux. Alors déjà, comme vous pouvez voir là, sur la première image, pour moi, le tourisme, le voyage, tout ça, ça peut être assez varié. Donc, ça peut être autant aller dans un petit hôtel à Québec, comme aller, la poteau du milieu, c'est plutôt un petit voyage à Barcelone où je m'installe et j'admire la plage. Et sinon, on a une belle vue du haut de la tour du stade olympique. Donc, c'est quand même assez varié. Je vous fais juste un petit topo rapide parce que souvent les gens me demandent veut pas, quand on est en fauteuil roulant, est-ce que c'est de naissance, est-ce que c'est un accident, est-ce que c'est une maladie? Alors, dans mon cas, comme vous pouvez voir sur les photos, là, toute jeune, j'étais très heureuse déjà, très aventureuse, hâte d'aller à ma première journée à l'école. On prend la boîte à lunch, bye bye maman, je m'en vais à l'école. Mais comme vous pouvez voir, à ce moment-là, j'avais pas de fauteuil roulant, j'avais pas de handicap. Par la suite, j'ai eu mes bras, mais pas mes mains. Et je n'ai aucune sensation en bas des épaules. Donc, au début, j'étais complètement immobilisée. Avec la réadaptation, j'ai pu quand même réapprendre à manger en autant que quelqu'un coupe mes aliments. Mais j'ai quand même là, beaucoup de limitations dans mes déplacements. J'étais d'abord en fauteuil manuel, donc j'ai fait quelques voyages en fauteuil manuel. Maintenant, je me déplace quotidiennement et en voyage, toujours en fauteuil roulant motorisé, ce qui amène encore là un peu plus de demandes de planification là, dans les déplacements. Et comme vous pouvez voir aussi, comme on m'a bien présenté tantôt, j'ai fait quelques années d'études aussi là, après mon accident. Donc, c'est comme quoi, même quand on a des limitations, quand on a des aides à la mobilité. Maintenant, le monde a évolué et c'est possible de faire plein de choses, incluant bien sûr le voyage. Vous pouvez voir ici aussi que mes idées de voyage m'ont amené à bien des endroits, ici et ailleurs. Donc, vous avez une photo alors que je suis allée au
Stampede de Calgary. En bas, au Stampede de Calgary, c'est un voyage avec famille et amis. En bas, la photo à Pékin, en Chine, c'était à ce moment-là une espèce de voyage de groupe. Et j'ai fait aussi un voyage où je suis partie simplement avec une amie, puis on a fait une croisière et on est arrêté à Cozumel au Mexique. Donc pour moi, le voyage, bien qu'il demande plus d'organisation, plus de planification, il peut avoir encore autant de variété qu'il en avait avant même que je me retrouve à me déplacer en fauteuil roulant. Donc il peut être pour le travail, pour le plaisir, avec la famille, avec les amis. Dans mon cas, il se fait jamais seul parce que j'ai toujours besoin de quelqu'un pour me lever, pour me coucher. Le reste de la journée, je peux m'organiser, mais dès que c'est un voyage qui impose une nuitée à l'extérieur, bien, automatiquement, j'y vais avec quelqu'un. Alors, je vais commencer par vous parler un peu des vacances au Québec, parce que la meilleure façon de commencer, de savoir si on a envie de voyager, si on aime ça, si c'est quelque chose qui nous plaît encore malgré nos limitations, ben c'est peut-être de commencer par le Québec. Donc, je vous ai mis quelques images de ce qui est possible. On va y revenir là, dans ce que je vais vous dire par la suite. Juste pour vous expliquer, on a dit vite tantôt ce qu'est Kéroul. Donc, c'est un organisme qui existe quand même depuis 1979, qui a été fondé par M. Leclerc, comme la photo le trahit. Vous pouvez bien voir que c'est une photo des années 70. M. Leclerc a la paralysie cérébrale et lorsqu'il a voulu partir du Saguenay pour se promener un peu, il s'est vite rendu compte qu'il y avait des grandes lacunes en accessibilité physique, en transport, mais aussi dans l'attitude des gens parce que puisqu'il était en fauteuil roulant, qu'il avait sa paralysie cérébrale et un problème d'élocution, ben les gens pensaient qu'il s'était évadé d'un centre et ont appelé la police et il a dû débattre son point que non, il était adulte et qu'il pouvait se promener. Donc, de là est venue l'idée de partir l'organisme Kéroul. Kéroul est un organisme qui est l'interlocuteur privilégié du ministère du Tourisme. Donc, très heureux de savoir que le ministère du Tourisme se fie sur nous pour l'accessibilité. En fait, la dernière chose que je voulais vous dire sur ce que Kéroul fait dans la vie, c'est que nous, on évalue et on donne des cotes et ensuite on les publie. Mais ce qui est important pour nous, c'est qu'on travaille autant avec l'industrie qu'avec les gens qui veulent travailler. Et une des parties importantes de nos tâches, c'est de faire la promotion du Québec, mais pour vous, les personnes en situation de handicap. Donc, on va aller à la prochaine. Un des outils qui peut vous être très utile, c'est le Baladeur. Donc, c'est un magazine qui sort à tous les 3 mois. Ce qui est intéressant pour vous, certainement, c'est qu'à l'intérieur, on retrouve toutes sortes d'idées de voyage. Moi, à chaque fois que je fais une escapade, qu'elle soit au Québec ou à l'international, j'essaie d'écrire un petit article. Sinon, il y a plein de gens qui en écrivent aussi. Vous pouvez trouver toute l'information sur ce qu'il y a de nouveau au Québec et ailleurs. Vous avez aussi les nouvelles, bien sûr, de ce que Kéroul fait dans la vie. Quand vous allez sur le site web de Kéroul, vous pouvez aussi retrouver les anciens baladeurs des années précédentes qui pourront vous donner également des idées de voyage. Donc, si vous ne savez pas trop ce que vous avez envie de faire, bien, ça peut des fois vous donner des idées. Et souvent, on va vous mettre là l'endroit où on a hébergé, les activités qu'on a faites. Donc, vous aurez moins de recherches à faire pour trouver des endroits accessibles. Je vais réessayer pour voir si ça va fonctionner. Oui. L'autre outil qui peut vous être très utile, c'est le site web de Kéroul, si vous êtes un peu Internet. Sinon, si vous ne l'êtes pas, vous pouvez toujours appeler au bureau. Il y a quelqu'un qui va pouvoir vous répondre par téléphone pour vous donner l'information. Dans la section Services aux voyageurs, vous allez avoir toutes sortes d'informations, autant sur les gratuités à l'accompagnateur que vous pourriez aller avoir, si vous recherchez l'information sur je dois louer une marchette, je dois louer un fauteuil roulant parce que j'en utilise pas un tout le temps, mais pour faire une visite touristique, je vais en avoir besoin. Donc, toutes sortes d'informations comme ça qui peuvent vous être pertinentes pour votre planification de séjour à l'extérieur de chez vous. L'autre outil qui peut vous être aussi très utile, c'est le nouvel outil qui s'appelle le Québec pour tous, qui vient en 2 formats, soit en site web. On est-tu revenu correct? Je vais essayer. Okay.
En fait, j'avais pas changé, là, mais si vous regardez la diapo qu'on vient de vous mettre, qu'on vient de récupérer, dans le service aux voyageurs, là, vous pouvez voir toute l'information que vous pouvez obtenir dans chacun des onglets bleus foncés que vous voyez. Vous avez toute l'information dont vous avez besoin. Vous avez la liste d'agents de voyage qu'on a formés. Donc, Kéroul donne la formation pour les gens dans l'industrie touristique, les gens qui travaillent dans les musées, dans les hébergements, etc. Mais dans votre cas, peut-être que ça pourrait vous intéresser, un agent de voyage qui a déjà aidé des personnes qui se déplacent en fauteuil roulant avec une marchette ou peu importe. Donc, ils pourront mieux planifier un voyage pour vous en fonction de vos besoins précis et se sentir à l'aise puisqu'on leur aura donné la formation. Le Québec pour tous, dont je vous parlais, c'est un site spécifique pour l'information au Québec. Vous allez retrouver dans ce site-là autant des idées de circuits. Donc, vous aimez les sorties culturelles. On va vous dire, mais si vous allez dans la région du Saguenay, voici les endroits que vous pouvez aller voir, qu'on a évalués. Ça peut être des sorties plein air, ça peut être vraiment, il y a une panoplie d'idées. Ou vous pouvez tout simplement dire, sortez-moi tous les endroits que vous avez évalués au Québec. C'est vraiment à votre guise. Et à chaque fois que vous faites une recherche, vous pouvez y aller en fonction de vos besoins spécifiques aussi. Donc, je vous ai fait le résumé de ça, c'est bon. Des trucs et astuces aussi que vous pouvez retrouver. En tout, c'est 60. Il y a 77 attraits, activités, 59 restaurants. Vous pouvez dire, moi, je veux vraiment pas me casser la tête, là. Je veux que ce soit des endroits 100% accessibles parce que vous êtes peut-être comme moi en fauteuil roulant motorisé. Fait qu'il faut vraiment que ce soit complètement adapté. À ce moment-là, ça va être le petit pictogramme traditionnel de la personne en fauteuil roulant. Ça veut dire tout est complètement accessible. Ensuite, il y a ce qu'on appelle partiellement accessible. Et là, c'est une personne en fauteuil roulant avec une autre personne debout derrière. C'est ça le pictogramme. Et à ce moment-là, on va essayer next, voir si ça va fonctionner. Oui! Donc, comme vous pouvez voir, le petit bonhomme debout derrière, ça veut dire que vous aurez peut-être besoin d'aide dans certains des endroits de cet établissement-là ou tout simplement qu'il y a une partie qui n'est pas accessible. Ça peut être un musée qui est sur 2 étages, mais le deuxième étage n'a pas d'ascenseur. Ou un partiellement accessible, ça peut être aussi, il y a une salle de toilette, tout va bien, sauf qu'il n'y a pas de barre d'appui derrière la toilette. Donc, une fois que vous voyez un partiellement accessible, c'est à vous d'aller voir le détail. Vous avez besoin de savoir s'il y a des services pour une personne avec une déficience auditive. À ce moment-là, ça voudrait dire qu'une salle de spectacle peut être un système d'amplification du son ou un musée peut offrir des tours guidés avec une personne qui connaît le LSQ ou des choses comme ça. Donc, c'est toute l'information là, qui peut vous être utile. Juste un instant, je vais vous aviser qu'on a été obligé de couper la caméra parce qu'on a vraiment des gros problèmes de connexion. Donc, ça se peut que des fois, ça donne l'impression que ça coupe. Donc, c'est pour ça que la caméra n'est plus disponible. Je suis vraiment désolée de la situation. Donc, je ne suis plus visible. Vous n'êtes plus visible. D'accord. Désolée. Fait que je peux me gratter la joue, c'est pas grave, il n'y a pas personne qui me voit. Donc, pour toujours rester dans le Québec, qui pour moi est la meilleure façon toujours de découvrir ce que vous pouvez faire et ce que vous avez envie de faire, bien, pourquoi choisir le Québec en premier? Bien, il faut découvrir notre Québec, il est beau, il faut l'encourager. En visitant le Québec, on dit aux entreprises québécoises qui ne sont pas encore accessibles, rendez-vous accessibles, ça vaut la peine. Si on appelle puis ils disent qu'ils ne sont pas accessibles puis on dit, bien là, je ne pourrais pas y aller, bon, on leur met la puce à l'oreille, mais en même temps, si on encourage les endroits qui sont accessibles, bien, ça va donner le goût aux autres de se rendre accessibles. Donc, on va stimuler le tourisme local puis on va l'améliorer. Et automatiquement, quand on améliore le tourisme, on améliore la vie pour les gens de la place aussi. Ça va aussi vous permettre d'utiliser les services d'une destination pour la première fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, peut-être que vous n'avez jamais voyagé avant ou c'est nouveau pour vous, votre situation. Peu importe la raison,
un premier déplacement Montréal-Québec ou Québec-Montréal ou peu importe, pas trop loin de chez vous, là, une nuitée à l'extérieur. Vous allez vous rendre compte s'il y a des choses que vous avez oubliées à la maison, comme votre médication qui est peut-être toujours sur le comptoir dans la salle de bain. Oups, vous êtes parti en voyage, puis vous avez oublié de la porter avec vous. Bien, si vous êtes parti juste ailleurs au Québec, il y a des bonnes chances que vous allez trouver une pharmacie qui va pouvoir vous donner les mêmes médicaments pour vous dépanner pour une journée. Mais si votre premier voyage, vous le faites au Mexique, vous aurez certainement plus de difficultés à trouver un endroit pour avoir la même médication. Donc, ça peut être aussi une façon de voir, ah ben là, moi, quand je pars de chez moi puis que j'ai pas mon oreiller à moi, je dors pas bien. Ben, vous le saurez pour la prochaine fois. Si c'est un week-end à Québec, ça va. Si encore là, si vous partez 2 semaines en Europe pour la première fois, 2 semaines à pas dormir, ça peut être long. Donc, ça vous donne une façon d'identifier c'est quoi vos besoins, puis de prendre des notes pour rien oublier la prochaine fois. Un dada de bien des gens, c'est le transport. Comment ça fonctionne quand je veux me déplacer? Alors, je vous donne quelques exemples rapides. D'abord, il ne faut pas juste penser au transport rendu là-bas, mais il faut penser au transport pour se déplacer aussi. Donc, une fois que vous savez que vous voulez partir de la maison, est-ce que vous allez partir avec votre véhicule? Est-ce que vous allez prendre le transport adapté local? Est-ce que vous allez prendre un autobus, etc.? Donc, la première chose à savoir, c'est que la plupart des municipalités ont des taxis adaptés. Donc, c'est bon pour votre point de départ, mais c'est bon aussi pour votre destination. C'est sûr que c'est un peu plus dispendieux. Donc, l'autre option, c'est le transport adapté. Si vous avez le droit au transport adapté dans la ville que vous habitez ou dans le village que vous habitez, sachez que vous avez droit aussi au transport adapté dans la ville où vous voulez aller. Donc, que ce soit vous habitez à Magog, vous voulez aller à Québec, vous habitez à Montréal, vous voulez aller à Drummondville, si vous avez le droit au transport adapté chez vous, vous avez le droit au transport adapté à destination. Il s'agit d'appeler idéalement 1 semaine à 2 semaines avant, de dire je m'en viens, je veux utiliser le transport adapté pendant mon séjour et on vous donnera un numéro d'usager temporaire et vous aurez le droit au transport porte à porte comme chez vous. Sinon, si vous avez besoin de louer un véhicule, sachez que si vous avez une conduite manuelle, c'est possible de louer des véhicules qui vont venir avec une conduite manuelle avec toutes les compagnies, la majorité des grosses compagnies comme Budget, Hertz et autres. Par contre, si vous avez, comme moi, un besoin d'une minivan adaptée, pour l'instant, il n'y a que la compagnie Jean Légaré qui fait la location de ces véhicules où on peut entrer, là, comme vous pouvez voir sur l'image, avec la rampe sur le côté et on s'installe à côté du chauffeur. Alors, ces véhicules-là, malheureusement, pour l'instant, c'est qu'à Montréal qu'on peut les avoir. Sachez que vous pouvez aussi utiliser les transports interurbains, les autocars qu'on appelle, là, les Orléans Express à l'époque, c'était notre meilleure référence, et le train. C'est les deux. Dans les deux cas, vous êtes installé comme dans un transport adapté, c'est-à-dire avec 4 ancrages et vous restez dans votre fauteuil roulant si vous le voulez. Sinon, si vous êtes capable, vous pouvez vous transférer, mais sachez que c'est une personne à la fois. Et l'accompagnateur est gratuit si vous avez besoin d'aide dans vos déplacements. Donc, il faut remplir un papier et à ce moment-là, le médecin confirme que vous avez besoin d'aide et vous aurez dans les deux cas, donc dans les autocars et dans les trains, ici au Québec et ailleurs au Canada, vous aurez la gratuité à l'accompagnateur. Pour les autocars, par contre, Greyhound, habituellement, c'est plutôt un rabais à l'accompagnateur, mais quand même, ça peut valoir la peine. Le PowerPoint va être disponible pour vous par la suite. Comme le temps passe très vite, je vais vous le laisser ensuite pour que vous puissiez le consulter parce qu'à chaque fin de section, je vous mets des façons d'économiser. Donc, des façons que vous pourriez voyager, que ça vous coûte un peu moins cher parce qu'on le sait, des fois, puisqu'il faut qu'on voyage soit avec un accompagnateur, une préposée ou quelqu'un donc il faut finir par payer pour 2 personnes, ça peut être intéressant de savoir qu'il y a des options pour économiser. Au niveau de l'hébergement, au Québec, on a quand même 79 qui ont été établis comme complètement accessibles, puis pas loin de 300 là, qui sont partiellement accessibles.
Mais ce que j'avais envie de vous partager, c'est que oui, ce qu'on a évalué, c'est beaucoup des hôtels, donc des hôtels connus et moins connus de différentes grosseurs. Mais je voulais aussi vous faire part qu'il y a d'autres options d'hébergement qui sont accessibles. Il y a certains campings qui ont des blocs sanitaires adaptés avec une douche, avec une salle de bain plus grande, etc. Mais ce qui est intéressant, je trouve aussi à vous partager, c'est qu'il y a maintenant des options autres comme le chalet U, qui peut être encore là une façon d'économiser. C'est un chalet qui a été conçu spécifiquement pour être accessible. Il y en a maintenant 2 dans les cantons de l'Est et il y a 3 chambres avec des lits queen, des lits simples. Vous arrivez, vous avez tout ce qu'il faut, tout ce que vous avez à apporter, c'est ce que vous voulez faire à manger. Parce que tous les chaudrons, etc., c'est tout sur place, les draps sont sur place, et vous avez toujours une vue sur un lac, donc c'est très, très intéressant. Et sinon, il y a le gîte Vita Bella qui est dans les Laurentides, encore là, conçu complètement pour l'accessibilité, bâti avec cette idée-là en tête. En bas, vous êtes un peu plus aventurier, il y a les tentes Utopia qui sont un peu, moi, ce que j'appelle comme des tentes de scouts, mais qui sont permanentes. Entre autres, à Oka, il y en a 2-3 qui sont bien adaptés. Et vous avez toujours la yourte, la dernière photo en bas, en droite, là, si vous avez vraiment le goût de l'aventure, de vous isoler dans le bois, ça peut être une belle option. Mais c'est le fun de savoir que maintenant, c'est plus juste les hôtels traditionnels là, qui sont accessibles. Je vous ai mis encore là des options pour économiser. Maintenant, au niveau des activités, souvent les gens pensent, bon, maintenant que je suis en fauteuil roulant, maintenant que je marche moins vite, c'est bien juste les musées que je peux faire. Bien, sachez que quand même au Québec, il y a près de 700 attraits là, qui ont été évalués, accessibles ou partiellement accessibles. Beaucoup de restaurants, il en reste beaucoup à évaluer, bien sûr, et quelques lieux d'accueil aussi, là, des centres d'info touristique là, qui se sont bien adaptés. Ce qui est important de faire maintenant que justement vous avez des limitations ou que vous voulez sortir de chez vous, faire des activités, il faut réfléchir. C'est ça tous mes petits points d'interrogation. Il ne faut pas supposer que ce qu'on aimait avant, c'est encore ce qu'on aime maintenant. Moi, avant, je n'aimais pas aller dans les musées. J'étais toujours partie dans des aventures quelconques. Je trouvais les musées ennuyants. Maintenant, j'adore aller dans un musée et prendre l'audioguide et prendre le temps de connaître l'histoire du peintre, etc. Donc, il faut les tester, ces affaires-là, pour le savoir qu'est-ce qui nous intéresse maintenant. Donc, je vous ai mis quelques images. Ça peut être de faire une activité à l'extérieur, comme aller voir le Grand Prix de Formule 1. Ça peut être en bas, au Centre Bell, aller voir le Canadien ou des spectacles. Ou encore, en haut à droite, c'est une petite sortie familiale. C'est 3 générations, là, grand-maman avec, avec son fils et ses petits-enfants qui sont allés au Centre des sciences. Donc, c'est important là, de tester qu'est-ce qui peut vous intéresser aujourd'hui. Et dans les activités qui sortent un peu peut-être des activités traditionnelles ou qu'on penserait peut-être moins accessibles, bien, je vous ai mis quelques idées, comme aller à la cueillette des pommes à l'île d'Orléans, parce que ce sont des pommiers nains. Donc, même si on est assis dans son fauteuil roulant ou même si on est avec une marchette puis qu'on doit s'asseoir, c'est possible de s'étendre le bras puis de cueillir des pommes. À droite, vous avez la cour des sens qui est à l'espace pour la vie, donc au jardin botanique, et qui a été conçu pour les personnes non-voyantes, mais qui est intéressante pour monsieur et madame tout le monde, puisqu'on peut toucher, sentir et même manger certaines des plantes. Vous avez aussi les croisières des baleines qui sont partiellement accessibles là, au Saguenay. Et je vous ai mis les chutes au canyon Sainte-Anne. Donc, c'est toutes des activités que, à première vue, on pourrait penser qui ne sont pas accessibles, mais qui présentent quand même une bonne accessibilité. Encore là, pour les plus aventuriers, il y a toujours les activités extérieures où on devient plus un observateur, mais bien actif, comme les traîneaux à chiens, le ski adapté qu'on retrouve sur beaucoup de monts au Québec. Il faut juste faire attention parce que ces monts-là, habituellement, c'est les salles de bain qui sont un petit peu plus à l'étroit. Puis sinon, il y a toujours des options aussi pour aller à l'eau, comme à Oka, où on peut trouver le petit fauteuil que vous trouvez en bas à gauche, qu'on appelle habituellement un hippocampe. Et sinon, il y a des options comme faire de la voile adaptée que vous voyez en bas à droite,
ou on peut le faire comme personne pour le diriger, ce voilier adapté-là, ou on peut tout simplement se laisser voguer avec un guide qui s'occupe de diriger le bateau. Et ça, c'est à Pointe-Claire. Donc, sachez aussi que si, comme moi, vous avez besoin d'un lève-personne pour aller vous coucher, ben, c'est possible d'en louer pour aller à la chambre d'hôtel. Habituellement, on peut le faire livrer directement à la chambre. Il faut juste penser de demander est-ce que le lit est sur 4 pattes pour pouvoir entrer le lève-personne sous le lit. Parce que souvent, les chambres d'hôtel ont une base pleine pour leur lit. Donc, il faut prendre ça en considération. Mais quand même, comme je vous disais tantôt, si vous êtes une personne là, qui n'a pas tout le temps besoin d'un fauteuil roulant, juste pour ou même la dernière fois, quand je suis allée à Las Vegas avec mon grand-père, il ne voulait pas venir parce qu'il disait qu'il ne pourrait jamais nous suivre, on marcherait trop vite, on le ralentirait, etc. Alors, pour l'espace du voyage, j'ai trouvé une compagnie à Las Vegas et on a loué un triporteur pour que justement il puisse faire les mêmes visites que nous. Il a apprécié son voyage grandement parce qu'on lui avait offert cette option-là. Donc, sachez que c'est possible. Je vous mets quelques photos de voyages que j'ai fait. Ici au Canada, j'ai visité Toronto, Niagara. Je suis allée à Calgary, comme la photo que vous voyez en bas à droite, c'est en haut de la tour où on voit vraiment en dessous de nos pieds, c'est de la vitre et sous la vitre, on voit la rue en bas à quelques centaines de pieds dessous nous. Sinon, Victoria, Vancouver sont des villes aussi là, très bien adaptées qui offrent des itinéraires intéressants. Dans mes coups de cœur, je vous dirais New York, bien sûr, tout le monde rêve d'aller à New York, je pense, un jour dans sa vie. Ça a été vraiment super agréable. J'ai pu prendre l'autobus comme monsieur et madame tout le monde sur la rue. Mais je vous dirais que Las Vegas est un paradis d'accessibilité. On n'a pas besoin de se demander, on arrive à l'aéroport, pas besoin de réserver de transport à l'avance pour avoir du transport accessible qui nous amène à l'hôtel. La majorité des portes d'hôtel s'ouvrent automatiquement. Toutes les salles de spectacle que j'ai visitées avaient vraiment des beaux emplacements établis pour les personnes qui étaient en fauteuil roulant. C'est vraiment là, on penserait que dans un objectif lucratif, l'accessibilité ne serait pas vraiment un souci pour eux, mais non, au contraire, je pense qu'ils ont compris que c'est une clientèle qui est grandissante et vraiment, quand je pars à Las Vegas, je sais que rendu là-bas, je peux laisser les gens qui sont avec moi sur le bord de la piscine aller me promener, puis il n'y aura vraiment pas de casse-tête. Je vous ai mis aussi quelques autres photos. Donc, en Nouvelle-Orléans, allez voir les installations du Mardi Gras, comment ça fonctionne, etc. Allez se promener sur Bourbon Street. San Francisco a été une autre belle découverte l'an dernier. Beaucoup d'accessibilité dans les déplacements. Je vous avouerai que, comme sur la photo, vous pouvez voir l'idée typique du San Francisco avec des rues très à pic. Donc, il y a eu quelques fois où j'ai eu à me trouver un nouvel itinéraire pour monter, ça allait, pour redescendre, c'était un peu plus inquiétant. Alors, je redescendais que 2-3 rues plus loin, mais quand même, dans l'ensemble de la ville, j'ai pu visiter tout ce qui était touristique sans problème. Même Alcatraz, j'ai pu prendre le petit traversier là, qui nous rend jusqu'à Alcatraz et faire la visite guidée avec tout le monde. Donc, ça se fait très bien. Donc, un peu plus à l'international. En haut, vous voyez le pont suspendu en Australie. Je vous avouerai que Avi, ça a été un de mes plus beaux voyages. Oui, c'est long se rendre, mais une fois rendu, c'est une faune, une flore extraordinaire, des gens accueillants et une accessibilité vraiment impressionnante malgré que j'ai fait ce voyage il y a presque 20 ans maintenant. Sinon, l'Espagne aussi, avec Barcelone, a été une très belle découverte pour moi. Un endroit peut-être un peu moins loin pour vous, mais tout aussi intéressant là, en termes d'accessibilité et d'activité à faire. Et je vous ai mis la photo, la première à gauche, parce que sachez que maintenant, dans la plupart des grandes villes, il y a ce qu'ils appellent les autobus hop-on, hop-off. Et ce sont des autobus qui font le tour de la ville, mais on peut, d'abord, ils sont toujours accessibles, et on peut visiter la ville en débarquant quand on en a envie et en rembarquant quand on en a envie. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure, on peut mettre des écouteurs et ça vient à peu près dans 10 langues ou même plus.
et ça nous donne un petit peu l'histoire de la ville et ça nous dit, bon, maintenant, vous allez passer telle église, vous allez passer tel musée. Alors, ça nous permet des fois de planifier notre visite, là, au lieu de prendre une carte papier, là, c'est plus interactif. Au niveau des déplacements, quand on va au niveau national ou international, c'est important de voir que oui, il y a des choses de base qui sont les mêmes. Donc, on recherche un hébergement, on recherche le type d'activité qu'on veut, tout ça. Mais bien sûr, on ajoutera le transport aérien et le transport terrestre à destination. Moi, ma plus grande suggestion que je peux vous donner, c'est que si vous allez à l'international, que vous ne savez pas trop où vous voulez aller, choisissez une destination où il y a eu les Jeux olympiques. Pourquoi? Parce qu'automatiquement, il y a eu des Jeux paralympiques et ils ont eu à se rendre accessibles. Donc, des villes comme Barcelone, comme Londres, etc., ont eu à se rendre accessibles. Donc, c'est pas mal une garantie d'un minimum d'accessibilité. Comme toute règle a son exception, Pékin a été une déception pour moi, justement, parce que je suis allée quelques années après qu'ils aient eu les Jeux olympiques. Et une fois les Jeux paralympiques terminés, ils ont condamné toute l'accessibilité. Donc, le métro qui était rendu accessible pour les Jeux ne l'était plus. Les autobus, on avait remis les fauteuils là où il y avait enlevé des fauteuils pour l'accessibilité. Les ascenseurs dans les lieux touristiques n'ont jamais refonctionné après les Jeux. Donc, c'est un peu moins intéressant d'aller à Pékin pour ça, là, parce que l'accessibilité est disparue. Quand vous allez faire un voyage, généralement, surtout si c'est un voyage là, planifié avec, préparé par un grossiste, on va vous dire, vous allez avoir un contact à destination, voici le numéro, si jamais il arrive quelque chose. Gardez en tête que généralement, ces gens-là ne sont pas des experts en accessibilité. Je vous conseille fortement, surtout dans un cas comme vous, pour le Parkinson ou tout autre type de handicap que les gens pourraient avoir, essayez de voir s'il y a un contact à destination. Si vous allez à Paris, vous allez à Boston, peu importe, regardez s'il y a une association touristique de personnes handicapées et gardez ces coordonnées-là. Comme ça, si vous arrive un pépin à destination, un bris avec votre fauteuil roulant, une maladie, n'importe quoi que vous avez besoin, ils sauront répondre à vos questions. Dans les conseils, l'autre conseil que je veux... Oups, je peux-tu reculer? Encore un autre? OK. Tu peux à la prochaine, excuse-moi. Donc, dans ce que je vous disais tantôt, qui s'ajoute quand on va à l'international, souvent les gens se disent, oui, mais comment je vais faire pour prendre l'avion? Alors, vous avez là deux exemples sur les photos. Là. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais devant la dame, il y a un plus petit fauteuil qui est très étroit. D'ailleurs, la photo en bas, c'est moi qui est assis dans ce fauteuil-là. Donc, c'est un fauteuil très droit, très étroit, mais rassurez-vous, c'est vraiment juste pour transférer à la porte de l'avion et ensuite, on vous transfère dans le banc d'avion à côté des gens qui sont avec vous. Donc, la personne ne peut pas rester dans son fauteuil roulant, il va aller dans la soute à bagages. C'est très important de mentionner dès la réservation que vous avez des besoins spéciaux, si vous avez besoin d'assistance avec les bagages, si vous allez avoir besoin de quelqu'un pour vous aider à vous transférer dans le siège d'avion, etc. Vous serez toujours les premiers embarqués, les derniers débarqués. Ce n'est pas pour vous punir parce que vous avez des limitations, mais c'est vraiment pour une question de sécurité pour vous et pour les gens. Si vous avez déjà pris l'avion, vous savez comment les gens sont pressés de rentrer et de sortir. Donc, c'est vraiment plus sage de nous faire entrer avant. À vous de décider si vous préférez les vols directs ou escales. Il y a des gens qui ont de la difficulté à rester longtemps assis, préfèrent faire une escale pour aller se dégourdir les jambes et ensuite repartir. Dans mon cas, avec tous les transferts d'une chaise à l'autre, tout ça, je préfère tout le temps un vol direct comme ça. C'est réglé, on ne me transfère pas 3, 4, 5 fois. Donc, à vous de décider. Si vous voyagez au Canada, que ce soit de Montréal à Calgary, à Vancouver, l'accompagnateur est gratuit si vous avez besoin d'aide. Mais c'est pas bon pour les compagnies, les mêmes, tu sais, Air Canada, c'est bon au Canada. Mais si vous prenez Air Canada pour aller à Paris ou pour aller à Las Vegas, là, la gratuité à l'accompagnateur ne s'applique pas.
chose importante à savoir, on ne peut jamais vous charger de suppléments pour les bagages que vous amenez avec vous, s'ils sont liés à vos limitations. Si vous devez apporter des couches, si vous devez apporter votre fauteuil qui vous permet d'aller dans la douche, ou vous avez besoin de votre fauteuil roulant et de votre marchette, on ne peut jamais vous charger d'extra, malgré ce que les compagnies essayent toujours de nous charger en supplément. Dès que c'est lié à vos limitations, ils n'ont pas le droit. La croisière, c'est une autre question qu'on me pose souvent. La croisière, pour moi, est vraiment le meilleur choix côté accessibilité, côté santé. Si vous avez de l'inquiétude par rapport à d'un coup, je suis pas bien, d'un coup, je suis malade, d'un coup, vous n'êtes pas sécure là, parce que vous voulez voyager, mais vous ne savez pas trop, c'est votre premier peut-être même voyage à l'extérieur. Sur un bateau de croisière, vous aurez toujours le service médical. Vous aurez aussi toujours l'option d'un service en français, ce qui souvent inquiète les gens aussi. Et c'est aussi un endroit où vous avez tout à portée de la main. Donc, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour trouver un restaurant qui est accessible, pour trouver... vous pouvez même faire livrer si vous avez besoin d'un lève-personne. Ou, vous pouvez tout faire livrer ça sur le bateau. Il y a des compagnies comme Special Needs at Sea qui ont l'habitude de le faire. Donc, vraiment, c'est un zéro casse-tête. Par contre, si vous le faites, deux petits conseils. N'oubliez pas que généralement, le transport qui est fourni entre l'aéroport et le bateau n'est pas un transport adapté. Donc, posez la question. Et l'autre chose, si vous faites un bateau avec plusieurs escales et que vous voulez absolument débarquer aux escales, bien, n'oubliez pas de demander si c'est des escales qui ont un quai. Parce que s'il n'y a pas de quai, vous allez devoir transférer dans un plus petit bateau pour vous rendre jusqu'à la terre ferme. Et à ce moment-là, si vous n'êtes pas capable de vous lever, de faire quelques pas, vous devrez rester sur le bateau. Ceci étant dit, je connais des gens qui font des croisières et qui ne débarquent jamais. Tout ce qu'ils veulent, c'est être sur l'eau. C'est vraiment en fonction de vos besoins à vous, ce que vous aimez. Voici une idée un peu là, de l'accessibilité. Comme vous pouvez voir, la chambre est quand même assez grande. On voit même là, que devant la porte, il y a mon lève-personne, comme quoi j'ai pu utiliser le lève-personne. C'était une grande douche, donc c'était parfait. Et encore une fois, je m'installe devant l'eau parce que pour moi, ça me calme. Ça me fait toujours du bien de voir de l'eau, d'entendre le bruit de l'eau, etc. L'autre option pour les gens qui aimeraient se baigner, bien, comme vous pouvez voir, il y a toutes sortes d'options. Les piscines à Las Vegas maintenant ont pratiquement tous des chaises comme ça qui descendent dans l'eau, comme la première que vous voyez. D'ailleurs, c'est une loi maintenant aux États-Unis. Tous les nouveaux hôtels devront avoir une forme d'accessibilité dans leur piscine. Vous avez aussi l'option, comme vous pouvez voir, à Riviera Maya, à Liberostar. C'est un hôtel qui nous donne quand même une plateforme intéressante là, pour s'installer avec la famille, mais au milieu de la plage au lieu en bordure de la plage comme souvent. Et vous avez des options là, un peu plus aventureuses là, à Barcelone, comme vous pouvez voir là, en jaune et bleu. Ce sont des petits sièges là, qui permettent d'aller jusque dans l'eau. Ce qui était extraordinaire à cet endroit-là, c'est qu'ils ont sur la plage toute la journée des bénévoles pour aider à transférer dans ces chaises-là et nous amener jusque dans l'eau. Et sinon, en Floride, beaucoup de plages ont des fauteuils roulants faits pour aller sur le sable. Mais celui que vous voyez, le petit monsieur, lui, est encore plus content parce que c'est une avec un motorisé. Donc, il a vraiment pu se promener comme il voulait sur la plage sans assistance. N'oubliez pas, si vous vous déplacez, besoin, comme tout le monde, d'un passeport maintenant, hein, peu importe où on va, il y a des délais. Donc, pensez-y à l'avance. La même chose avec la vaccination. Certaines destinations, Costa Rica et autres, peuvent demander une vaccination et des fois, ça peut aller jusqu'à 6 mois, même 1 an avant qu'il faut commencer. Donc, c'est important de se poser la question. Ce que je voudrais surtout pas oublier de vous mentionner, c'est au niveau des assurances. Beaucoup de gens pensent, maintenant que je suis j'ai une maladie, des situations que je peux plus être assurée. Donc, c'est important de poser la question. Souvent, ce qu'on va nous dire, c'est si votre médication et votre situation a été stable dans les 3 à 6 mois avant que vous partiez, il n'y a pas de problème, vous êtes assuré. Sinon, on va vous dire, bien, pour ce qui est plus récent,
on ne peut pas vous assurer pour cette partie-là, mais on peut vous assurer pour le reste. Donc, c'est important, je pense que vous le savez, on ne sait jamais ce qui peut nous arriver, que ce soit de s'enfarger, de se casser une jambe, d'avoir un malaise, d'avoir, peu importe, ça peut être une infection à l'oreille qu'on n'avait pas vu venir, mais si on n'a pas d'assurance, ça peut monter très vite les frais. Donc, je vous refais juste un petit rappel là, pour ce qui est de quand vous allez préparer pour votre voyage. Bien, c'est très important de se souvenir qu'on sort de chez soi, nos goûts peuvent changer. Donc, il faut commencer par une nuitée, voir qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas et planifier un voyage plus long par la suite. Quand vous allez réserver, plus tôt vous réservez, plus de chances vous avez d'avoir des rabais, d'avoir de la disponibilité aussi, parce que parfois, dans les transports, il va y avoir juste une place dans le véhicule ou dans les hôtels, il va y avoir juste 2 ou 3 chambres. Fait que plus on se prend à l'avance, plus on a de chances qu'il y ait de la place. À la réservation, prenez en note à l'avance ce que vous avez besoin de donner comme information. Comme je vous disais tantôt, est-ce que vous allez avoir besoin d'aide? De quelle façon? Si vous avez une aide technique, comme un fauteuil roulant, comme une marchette, on va vous demander la hauteur, la largeur, le poids, etc. Donc, ce serait intéressant de prendre ces informations-là avant d'appeler. N'oubliez pas aussi vos médicaments, c'est important, on va vous demander la liste. Si vous apportez des médicaments avec vous et que vous avez l'habitude de le prendre avec une dosette, demandez à ce que le pharmacien vous fasse des contenants individualisés, mais chacun étiqueté. Sinon, aux douanes, on pourrait vous dire, on n'a pas de preuve c'est quoi si c'est dans une dosette. Donc, ça peut être intéressant là, de demander au pharmacien. Il peut vous préparer ça à l'avance en petits sachets là, pour chaque jour. Et à ce moment-là, ce sera étiqueté. Vous n'aurez pas de problème. Pour les bagages, bien, on fait ces bagages comme tout le monde. Mais j'aimerais quand même vous mentionner 2 choses. D'abord, les gens, ça peut être intéressant si vous êtes plus qu'une personne. C'est surtout si c'est monsieur et madame, de mélanger les vêtements dans les 2 valises. Parce qu'à ce moment-là, il n'y aura pas, s'il y a une valise qui s'est perdue pendant 24-48 heures, bien, il n'y aura pas monsieur qui va être obligé de porter la jupe de madame parce que sa valise est perdue ou madame qui va être obligée de porter les vêtements trop grands de son mari. Alors, ça peut être une bonne option là, pour vous assurer que ni un ni l'autre est trop mal pris. Puis dans ce que vous allez apporter avec vous, le petit bagage qu'on prend avec nous dans l'avion, bien, n'oubliez pas d'apporter ce que vous avez besoin pour les premiers 48 heures, que ce soit en médicaments, que ce soit, moi je sais que ma toile que j'utilise pour le lève-personne, je la traîne toujours avec moi. Comme ça, si j'ai pas ma valise tout de suite, j'ai tout ce que j'ai besoin. Sachez aussi que dans l'avion, moi je suis jamais très bien installée parce que j'ai pas de tonus. Fait que souvent, j'échappe des choses sur moi, tout ça. Fait que j'aime bien m'apporter un petit t-shirt de rechange avec une petite serviette comme ça. Quand j'arrive à l'aéroport, ben, je peux me faire une petite toilette rapide juste pour être plus confortable. Et je m'apporte toujours des petites noix, quelque chose, au cas où mon transport serait en retard. Surtout si vous allez vers une destination chaude, ça peut être intéressant d'avoir un petit quelque chose à manger en attendant, plutôt que de prendre un sac de chips à 5 ou à 6 à l'aéroport. Et la même chose avec la bouteille d'eau. N'oubliez pas qu'on nous dit pas plus de 100 ml avec nous. Par contre, la bouteille d'eau, si vous passez avec la bouteille vide aux douanes, on ne vous l'enlèvera pas et vous pourrez mettre de l'eau de l'abreuvoir dedans après avoir passé la douane et ça va vous coûter pas mal moins cher qu'une bouteille d'eau à l'aéroport. N'oubliez pas, sur place, c'est très important, vous avez fait votre planification, vous êtes rendu. Profitez-en, oubliez les soucis, il n'y a pas de courrier, il n'y a pas de téléphone, on profite du séjour, on prend des photos pour nous, pour partager avec les autres. Quand vous voyez c'est toujours facile de se plaindre et il faut le faire là, quand il y a des choses qui ne vont pas pour que les choses changent. Mais c'est aussi important de féliciter les gens qui font bien les choses. C'est tellement le fun que vous ayez fait ça accessible. C'est tellement le fun que vous soyez aussi accueillant. Parce qu'ils ont besoin aussi de ces tapes dans le dos-là pour continuer à faire ce qu'ils font bien. Et quand vous serez revenu, ben, vous pourrez ensuite partager ces belles expériences-là. Des fois, ça peut donner le goût de prendre contact avec des gens pour partager justement ce qu'on a vécu.
à un moment donné, c'est l'hiver, il fait pas beau, on est tanné, ben, on repense à nos sorties, ça nous redonne de l'énergie, on ressort les photos, on revit le voyage. Donc, ça peut être une façon de nous redonner du pep. Puis, ben, pourquoi pas, vous êtes revenu planifier votre prochain voyage, j'espère que celui-là, il est fini. Alors, je finis en vous disant, comme dirait le directeur fondateur de Kéroul, si l'homme a été capable d'aller sur la Lune, on devrait tous être en mesure d'aller partout sur la Terre. Et c'est ce que je vous souhaite. Alors, est-ce qu'on a des questions? Oui. Donc, merci beaucoup. Installer comme ça ici. Je vois qu'il y a eu des questions pendant la présentation. On va essayer de voir si la caméra fonctionne étant donné qu'il n'y a plus le point. Je pense qu'il était trop lourd. Donc, on avait quelques questions. Est-ce que les compagnies de croisière, par exemple, connaissent où faire la location des équipements? Généralement, oui. Je vous dirais que c'est sûr que si vous passez par un agent de voyage que nous, on a formé, on leur a donné le nom, mais vraiment, habituellement, là, il y a la compagnie la plus reconnue, celle que je vous ai nommée, donc Special Needs at Sea. Elle est en contact avec toutes les compagnies de croisière et même qu'elle peut, admettons que vous décidiez de prendre un vol vers l'Europe et de prendre une croisière en Europe, cette compagnie-là est capable aussi de vous apporter ce que vous avez besoin en Europe. Donc, ils sont dans la majorité des grands ports là, à l'international. Vous pouvez aussi trouver l'information sur notre site web là, si jamais vous tombez sur quelqu'un qui n'est pas trop sûr ou qui connaît moins ça. Là. On a une question par rapport à la médication. Donc, il y a quelqu'un qui dit « Si je pars un mois et que j'apporte des médicaments qui ne sont pas vendus dans le pays où je vais, est-ce qu'un douanier peut m'accuser de faire du trafic? » Non, ben en fait, si vous partez pour un mois, non. C'est sûr que si vous partez pour une semaine puis que vous n'apportez pour un mois, la question peut peut-être se poser. Mais généralement, si vous avez, moi je vous dirais, demandez un papier spécifique de votre médecin. S'il y a une incertitude des fois parce que c'est un médicament qui est moins connu ou un médicament qui peut-être qui est plus dispendieux, demandez vraiment un papier du médecin là, qui confirme que c'est un besoin pour vous et peut-être que vous en apportez un peu plus au cas où il y aurait un pépin et que vous devriez rester un peu plus longtemps. Là. Mais moi, j'ai jamais entendu, quand c'est vraiment un papier où on a la prescription et tout, j'ai jamais entendu de problème. Les fois où j'ai entendu des problèmes, c'est des choses qui étaient dans des contenants pas étiquetés ou qu'on n'avait pas demandé justement là, une confirmation, soit le papier de la pharmacie ou le papier du médecin. Donc, vous nous avez présenté divers équipements qui peuvent être disponibles, que ce soit, on avait le lève-personne, non, mais l'hippocampe ou des choses comme ça. Est-ce qu'ils ont des coûts qui sont plus dispendieux quand on parle de louer ces équipements-là ou des fois c'est tellement relatif, c'est très difficile à dire. J'ai déjà loué un lève-personne, comme là je vais à Tremblant, j'en ai loué un, c'est 95 $ et j'en ai déjà loué ailleurs, que ça m'a coûté jusqu'à 250 $. Fait que c'est vraiment très, très relatif. Il y a même parfois des endroits où on va vous les prêter. Quand je vais à Las Vegas maintenant, je vais au Bellagio justement parce qu'il y a un lève-personne au plafond. Fait que j'ai même pas besoin de louer un lève-personne, il est sur place. Il y a certains hôtels dans le sud, par exemple, où sur place, vous allez avoir un fauteuil roulant qui va vous permettre d'aller à la plage. Alors que d'autres hôtels, ben, vous allez devoir le louer. Fait que oui, des fois, il y a des frais supplémentaires, mais c'est vraiment, des fois, ça vaut même la peine d'appeler à 2-3 endroits différents à la même destination, mais différentes compagnies pour faire une comparaison de prix. Puis parfois, ça m'est arrivé aussi quand je suis allée à Washington, c'est une association de personnes handicapées qui m'a prêté un lève-personne pendant que j'étais là-bas. Fait que ça vaut la peine de poser la question. Donc, on a beaucoup de gens qui félicitent, qui disent excellente conférencière. Dommage qu'il y avait le problème de l'écran. Je suis encore désolée pour cet aspect-là. Moi, j'espère que vous avez été en mesure d'entendre ce qui a été dit.
J'ai quelqu'un qui dit qu'elle reçoit elle reçoit les magazines Québec à toutes les 2 semaines, mais elle ne trouve pas les bulletins Le Baladeur. Donc, elle veut savoir où elle pouvait le trouver. En fait, pour recevoir chez vous, parce que quand vous parlez c'est sûrement le qui roule en bref que vous parlez, que vous recevez par courriel, ça, vous avez tout simplement à vous inscrire sur le site web de Kéroul et vous le recevez automatiquement. Pour le baladeur, le magazine papier, celui-là, il faut devenir membre de Kéroul pour le recevoir à la maison. Pour devenir membre de Kéroul, c'est 25 par année. Cet argent-là est réinvesti dans l'accessibilité touristique. Et quand vous devenez membre, donc, vous avez ce magazine que vous recevez aux 3 mois. Vous avez aussi, là, quand on a notre assemblée générale, quand on a des activités spécifiques, bien, vous les recevez, bien sûr, en primeur. Mais sinon, comme je vous disais, pour le baladeur, les anciens baladeurs, si vous voulez aller fouiller un peu dans les anciennes histoires, les anciennes activités, à ce moment-là, vous allez directement sur le site web de Kéroul pour voir la version en PDF. Là. Donc, je ne sais pas si les gens avaient d'autres questions. Je vois que ceux qui avaient posé des questions vous remercient par rapport aux réponses que vous avez données. Je sais que nous, les questions qu'on avait plus avant la conférence, c'était par rapport à la médication. Donc, mais vous y avez répondu. Il y a différentes options qu'on peut demander aux pharmaciens par rapport à la médication. Puis c'est important de poser la question parce que des fois, les pharmaciens, ils ne pensent pas par eux-mêmes. Moi, quand je pars, j'essaie de mettre une partie de ma médication dans mes valises, donc celle qui va aller dans la soute à bagages, et l'autre partie dans le sac que je prends avec moi dans l'avion. De cette façon-là, que je perde un ou l'autre des sacs, j'en ai dans les deux. Ben, à ce moment-là, je m'assure que c'est dans 2 bouteilles vraiment étiquetées avec le nom du médicament, tout ça. Donc, que la pharmacie m'ait donné 2 bouteilles différentes. Donc, si vous avez de la médication pour 1 mois, bien, vous pouvez demander, pouvez-vous m'en mettre 14 jours dans une bouteille, 14 jours dans l'autre bouteille, 14 autres dans l'autre bouteille, puis là, les 2 sont étiquetés. Ou, comme je vous disais tantôt, il y a toujours l'option de faire les petits paquets quotidiens. Moi, ce que je fais, c'est que je traîne ma dosette avec moi et c'est rendu à l'hôtel. Là, on fait la répartition quotidienne. Mais sinon, la meilleure solution, c'est vraiment de partir avec des choses étiquetées à l'avance. Je vais rester un peu dans le sujet de la médication. Est-ce qu'avec des fois, comment vous réussissez à adapter avec le décalage horaire? Est-ce que vous avez un truc ou quelque chose que vous faites? Ben, moi, j'ai le grand bonheur que l'avion, pour moi, c'est comme un berceau. Donc, dès que j'embarque dans l'avion, il est à peine décollé et je dors. Ça me permet de récupérer. Sinon, quand je suis allée en Chine, et je crois que je l'ai fait pour l'Australie aussi, j'ai pris les petits comprimés homéopathiques, là, le jet lag. Et ça, vraiment, pour commencer quelques jours avant de partir, et ça permet vraiment au corps de comme s'habituer tranquillement et de moins être conscient, je pense, des différences d'heures. Sinon, je pense qu'il y a une des grandes erreurs que les gens font souvent, c'est on arrive, on est fatigué et on y va en fonction de notre heure à Montréal plutôt que l'heure de destination. Fait que même si vous êtes très fatigué, vous avez fait 10 heures de route, puis qu'il est 10 heures du matin, mais couchez-vous pas tout de suite pour dormir toute la journée. Il faut vraiment se forcer et se coucher à la même heure qu'on se coucherait à la maison. Donc, si à la maison, vous vous couchez à 9 heures ou à 10 heures le soir, même si vous êtes très fatigué à midi, faites pas de sieste, n'allez pas vous coucher, attendez, puis couchez-vous à la même heure et votre corps va comprendre que là, maintenant, c'est 10 heures le soir, c'est là. C'est pas le 10 heures le soir à Montréal. Et ça fait une grande différence sur la qualité du voyage que vous allez vivre. Ça doit être aussi bien par rapport à la médication. Oui. Pour si les gens doivent le prendre à des heures précises. Oui. Donc aussi pour assurer que votre voyage vous allez être en mesure de vivre pleinement votre expérience. Donc, j'ai quelqu'un qui pose une question par rapport au ski adapté. Oui. Est-ce que ça coûte plus cher que le ski en général? Donc, le fait qu'on la location ou le billet? Non, c'est pas plus cher. Puis je vous dirais, ce qui est intéressant aussi, c'est que
il y a plus qu'une option. Tu sais, vous avez l'option, si vous êtes quand même, vous avez quand même des bras forts, d'être assis sur le monoski et de vous diriger vous-même sur la pente de ski. Si vous êtes quelqu'un comme moi qui peut pas vraiment bien contrôler ses bras, à ce moment-là, vous pouvez descendre avec un guide, mais le guide, ce qui est encore plus intéressant, que moi je trouve intéressant, c'est que le guide, il est derrière vous. C'est lui qui dirige tout, mais il est derrière vous. Fait que quand vous êtes assis, vous avez vraiment l'impression que vous êtes tout seul sur la piste, là. Vous n'avez pas l'impression que vraiment, vous n'êtes pas conscient qu'il y a quelqu'un qui vous dirige. Fait que c'est très, très intéressant. En fait, j'ai vécu la même chose quand j'ai fait un autre genre d'expérience, mais quand même, j'ai fait un saut en parachute, mais je l'ai fait en tandem. Donc, ça a été le même principe. Puisque je ne pouvais pas tirer les cordes, je ne pouvais pas sauter seule. Mais le guide était derrière moi. Donc, une fois qu'on a été dans les airs, c'est comme si j'étais seule avec mon parachute. J'avais pas personne devant moi, puis dans mon dos, je le sentais pas vraiment. Tout ce que je sentais, c'était le vent sur mon visage. Fait que ça a été une autre belle expérience. Et on me pose environ la même question pour la voile adaptée comparée à la voile. Ah non, ça vraiment, je peux vous dire, c'est beaucoup plus abordable la voile adaptée, puisque c'est un organisme à but non lucratif qui veut favoriser l'autonomie des gens. Donc, c'est vraiment, écoute, je voudrais pas dire n'importe quoi, là, mais c'est pas plus de 50 pour partir avec le bateau, avoir le guide là, qui nous accompagne et qui dirige le bateau. La même chose pour les formations, pour nous-mêmes diriger le bateau. C'est très, très abordable, justement parce que ils trouvent des sources de financement pour s'assurer qu'ils peuvent charger le moins possible et qu'il y ait le plus de personnes possible qui aient accès à ça. Je vous encourage fortement à le faire, c'est très libérateur. De toute façon, je vous l'ai dit tantôt, moi, l'eau, ça me calme, ça me fait du bien. Alors, de se retrouver sur un bateau, sur l'eau, encore là, si vous le faites, même avec un guide, le guide est derrière vous. Donc, vous avez vraiment l'impression d'être tout seul sur l'eau avec votre petite embarcation. Là. Et rassurez-vous, ce sont des embarcations faites spécifiquement pour ne pas basculer. Donc, même s'il y a des vents un peu plus forts une journée, ces embarcations-là sont vraiment faites là, pour ne pas chavirer. On va peut-être dépasser un petit peu le temps, mais il me reste deux dernières questions. Donc, si pour les gens, s'il y en avait qui devaient quitter à 14 heures, uniquement vous indiquez que le 13 septembre aura lieu le prochain webinaire sur les droits du travail et je vous remercie d'avoir participé. Sinon, on va continuer avec la prochaine question qui est, vous avez parlé de destinations qui sont à faire, mais il y a quelqu'un qui demande, d'après votre expérience, qu'il y a des destinations qu'il faut éviter. L'envers du décor. Oui, en fait, hein, cette question-là, elle me revient de temps en temps. Je vous dirais, ça dépend vraiment du niveau de votre degré de tolérance à l'inconnu et de vos limitations, bien sûr. Moi, j'ai déjà fait un plan, je devais aller donner une conférence en Équateur et tout allait bien, j'avais trouvé un hôtel accessible, tout ça. Une fois que j'ai voulu trouver un lève-personne, il y en avait nulle part en Équateur. Fait que déjà, c'était une grosse difficulté, ce qui faisait que j'aurais pas pu me coucher. Mais ensuite, ce que j'ai découvert, c'est que le transport adapté est quasi inexistant, c'est-à-dire qu'ils auraient pu trouver une façon de m'amener de l'hôtel de l'aéroport à l'hôtel et de l'hôtel à l'aéroport, mais entre ça, j'aurais pas eu de transport. Donc, est-ce que je veux faire un voyage pour juste visiter un hôtel? Probablement pas. Si vous choisissez une destination, comme moi, il y a mes premiers voyages dans le sud, vers les destinations soleil, je les ai faits en République dominicaine, je les ai faits au Venezuela, et ça avait très bien été parce que j'étais en fauteuil roulant manuel. Donc, si vous êtes en fauteuil roulant motorisé et que vous voulez aller en République dominicaine ou même à Cuba, très prisé parce que ça coûte beaucoup moins cher qu'ailleurs, ben, vous risquez d'arriver à l'aéroport puis de vous trouver sans transport parce qu'on nous promet des transports adaptés, mais finalement, c'est un camion qu'on va vous installer à quelque part sur un fauteuil, puis sur le siège du camion, puis on va transporter du mieux qu'ils peuvent, soulever
le fauteuil roulant et le mettre dans le camion. Donc, moi, je vous dirais que des destinations comme ça, pour moi, parce que c'est encore très improvisé en termes d'accessibilité, je les éviterais. Par contre, au Mexique, il y a à Cancun, moi, une dame extraordinaire que je connais qui a une entreprise qui s'appelle Cancun Accessible. Elle a des véhicules en bon état, des chauffeurs sécuritaires. J'arrive là avec mon fauteuil roulant motorisé, je m'installe dans son véhicule sans problème et elle apporte avec elle le lève-personne, la chaise de douche, donc zéro casse-tête. Donc, pour ça, je vous dis, ça dépend de votre degré de tolérance et à quel point vous avez des grandes limites ou pas. Sinon, bien sûr, toutes les destinations Vietnam et autres, qui sont des destinations très prisées aujourd'hui, peuvent être un peu plus complexes en termes d'accessibilité, mais aussi en termes de si vous avez un souci de santé. Donc, si vous avez une santé un peu plus fragile ou si c'est quelque chose qui peut vous inquiéter, qu'est-ce qui arrive si je tombe malade, c'est peut-être des destinations un peu plus là, à éviter dans ce temps-là. Merci. Et la dernière question, quel est votre truc pour aller aux toilettes? Ou, parce qu'on parle des fois en avion, comment on va faire? Parce qu'il y a des gens qui disent qu'il y avait peut-être la peur d'y aller, donc de ne pas se rendre en temps. En fait, si c'est pour l'avion, c'est drôle parce qu'on a fait, je pense, un article de 3 pages là-dessus, une amie et moi, qui, elle, a la sclérose en plaques, donc on n'a pas exactement, elle se déplace en fauteuil manuel, moi en fauteuil motorisé, elle, donc on a 2 réalités différentes. Fait qu'on s'est assis ensemble pour on a essayé de faire le tour. Et je vous dirais que ça dépend encore là du degré de confort de chacun. Certaines personnes vont dire, ben moi, je mange pas, je bois pas 3 heures avant, fini sur le vol, comme ça je sais que j'aurai pas besoin d'aller à la toilette. D'autres personnes vont dire, ben moi j'ai pas bien le choix, fait que pour le temps du vol, je vais mettre une couche. Ou pour ce qui est des fuites urinaires, il y en a qui vont mettre une sonde le temps du voyage en avion. Sinon, maintenant, si vous prenez le temps de demander un vol qui est sur un avion, un aéronef plus gros, maintenant, ils vont avoir l'espèce de fauteuil roulant qui va dans l'allée, là, ce que nous, on appelle un fauteuil Washington, ce que les Européens appellent un straight back, là, le fauteuil roulant que je vous ai montré tantôt. Ils vont en avoir un pliable et donc qui va être sur l'avion tout le long du vol. Quand vous aurez besoin d'aller à la toilette, à ce moment-là, vous sonnez, on vous apporte la chaise, mais vous devez être capable de vous transférer ou que quelqu'un avec vous vous transfère sur cette chaise-là, parce que pour cette partie-là, les employés de la compagnie aérienne n'ont pas la formation et ils vont vous pousser jusqu'à la salle de toilette et à ce moment-là, vous devez être capable de vous transférer vous-même sur la toilette. Mais au moins, il y a cette option-là maintenant. Mais je vous dirais, en gros, là, c'est les plus grandes solutions qu'on a vues jusqu'à maintenant. Et merci beaucoup. C'est très intéressant de vous entendre parler. C'est très inspirant. Ça fait plaisir. Vous êtes une aventurière dans l'âme et ça donne le goût de repartir encore et d'aller faire des voyages. Donc, merci beaucoup pour la présentation. Encore une fois, je voulais m'excuser pour les problèmes techniques. J'espère que vous avez quand même été capable d'apprécier la conférence et d'en apprendre un peu plus et que ça va vous avoir donné le goût de partir. Moi, personnellement, j'ai goût de partir à entendre la conférence de Madame Charme. Donc, je voulais vous remercier d'avoir été présent et juste vous inviter à la prochaine conférence qui est le 13 septembre, donc à 13h, à la même heure, qui va porter sur les droits du travail, donc qui va être donné par un avocat du cabinet BCF. Donc, on va parler un peu des droits 101 pour les gens qui sont atteints de la maladie de Parkinson. Si vous n'avez pas eu le temps, je vous demanderai de compléter le sondage qui est situé à gauche, donc votre appréciation de la présentation, et également de remplir le sondage par rapport à vous venez de quel endroit et vous étiez combien de personnes à assister à la présentation. Et si vous avez aussi un moment de répondre au sondage de satisfaction. Nous réalisons ces webinaires-là pour vous, donc on veut savoir qu'est-ce que vous avez apprécié, qu'est-ce qu'on a à travailler, donc comment on peut rendre ces présentations-là plus agréables pour vous.